Bien le bonsoir. Dans l'actualité, le patron du groupe Walfadjri passe la nuit dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. C'est Lamine Niasse qui affirme détenir des preuves de l'enrichissement illicite selon ses termes du président de la République. Et puis dans cette même affaire et dans un autre registre, cette vague d'indignation suite à des propos jugés désobligeants et hostiles à la cohésion nationale. L'Église et la classe politique recadrent. Cette dernière souhaite que force reste à la loi. Les sortants de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation renouent avec la grève de la faim. Ils désapprouvent le dilatoire des autorités selon eux dans le traitement de leurs dossiers. Ils exigent leur intégration dans la fonction publique. La grève des travailleurs du Centre national de transfusion sanguine, ils sont versés désormais dans le panier jaune. Après les audits de la fonction publique, ils refusent de se présenter au Trésor pour le règlement de leur salaire. Le président directeur général du groupe Walfadjri est l'invité de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, Cyril Lamine Niasse, qui déclare détenir des preuves, selon ses termes, de l'enrichissement illicite du président de la République Macky Sall. En ligne de Colobane, Dissa Préra, bonsoir. Bonsoir, Khalifa Diakhaté. Alors Dissa, c'est dit, c'est clair, il passe la nuit sur place. Effectivement, le président du groupe Walfadjri va passer la nuit du 30 décembre 2013 en garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. L'information nous a été livrée par Abdourahmane Kamara, le directeur de publication du quotidien Walfadjri. Il nous a également dit que Cyril Lamine Niasse a catégoriquement refusé de répondre aux questions des enquêteurs parce que ce dernier pense que c'est un problème politique qui doit se régler politiquement. Autre information, il y a eu beaucoup d'émotions ce soir ici avec la centaine de sympathisants du président du PDG du groupe Walfadjri qui sont venus en masse pour soutenir leur idole. Et il y a eu beaucoup d'émotions ce soir, des fleurs et des sanglots ici à la gendarmerie de Colobane. Khalifa Diakhaté, comme je le disais, c'est l'essentiel de l'information ce soir. Le président du groupe, le PDG du groupe Walfadjri va passer cette nuit du 30 décembre en garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Ici, Khalifa Diakhaté, il y a eu beaucoup de monde ce soir. On attend demain la suite des événements. Khalifa Diakhaté. Merci Dissa Pereira. On poursuit cette édition, mais dans le même registre. Par ailleurs, dans le même programme incriminé, le patron de Walfadjri a tenu des propos jugés désobligeants à l'encontre de l'Église sénégalaise. Celle-ci lui demande de cesser ses attaques récurrentes, soulignant qu'il n'a pas la culture pour interpréter justement la doctrine catholique. Ces propos sont jugés, je cite, discourtois, diffamatoires et indigne d'un responsable de médias. Indignation partagée par l'essentiel de la classe politique, opposition et parti au pouvoir. L'emprisonnement de Baragay devrait faire jurisprudence d'ailleurs aux yeux de Alassane Ndour. Il est membre de l'APR Fatick. Calomnie par des contre-vérités, mais surtout par des propos que nous jugeons tout à fait dangereux pour l'unité de ce Sénégal qui est un havre de paix et de stabilité. Nous donc avons appelé les journalistes pour faire part de notre indignation, de notre incompréhension par rapport à des propos aussi discourtois, mais surtout à des propos aussi irresponsables. D'autres ont tenu des propos beaucoup moins dangereux et ont payé ce que cela, tout le monde l'a vu. Je pense que Baragay est un symbole ici pour cela. C'est vrai, il a tenu des propos discourtois, il a voulu piétiner l'institution, il a payé, et pourquoi pas Sidi Lamine? C'est un Sénégalais comme tout le monde. Tout Sénégalais aujourd'hui a l'obligation de respecter le chef de l'État. Tout Sénégalais a l'obligation de respecter les institutions. Je juge que l'État n'a pas fait ce qu'il devrait faire. Sidi Lamine ne devrait pas rentrer chez lui ce jour-là. S'il voulait faire le buzz, comme on dit, il est passé à côté. Dernière sortie du député Maître Djibril War, le chef de cabinet politique du président de la République réagit, Mahmoud Saleh, qui est la fustige et déclare que celle-ci n'a aucun intérêt pour le président Macky Sall. Maître War affirmait, je le rappelle, que le palais cachait mal des vautours politiques autour de son leader et qu'il comptait les combattre avec l'aide d'autres militants. Écoutez-le.
J'avoue que c'est une sortie qui n'influe pas sur les cours. Donc j'avoue que ce genre de sorties-là n'ont pas d'intérêt particulier. Ce qui aurait été intéressant, c'est de prendre en charge la défense du président si on estime qu'il est mal défendu ou qu'il est insuffisamment défendu. Donc il n'y a pas de gain politique à dénoncer une situation qui consisterait à avoir le président non défendu. On le constate, on prend en charge la mise en place du dispositif de défense du président, mais on ne commente pas une situation qu'on décrirait comme étant celle en tout cas où on ne voit pas les gens prendre en charge la défense du président. On le défend. Je crois que ce qui est utile et ce qui fait progresser les choses dans la bonne direction. Mais enfin, il faut bien exister pour certains, donc c'est vrai, ça peut quelquefois justifier des écarts de langage, mais comme c'est ça, les incidences sur le coup politique, bon, il n'y a pas de raison de s'en inquiéter autrement dire. Aïda Mbodj, candidate à la succession de maître Abdoulaye Wade à la tête du Parti démocratique sénégalais. La députée libérale a par ailleurs affiché une confiance totale dans la perspective des prochaines locales. À Bambey, son parti ne laissera rien à ses adversaires politiques selon elle. Tala Samb et Mohamed Diop, compte rendu. Grande mobilisation du côté des libéraux du département de Bambey. Au cours d'une réunion d'information, les troupes ont été réarmées, d'où l'optimisme qui est revenu dans les rangs et de grandes ambitions aussi ont été affichées. Nous espérons qu'à l'issue des élections du 29 juin, si les élections vont se tenir à cette date, nous aurons la majorité, toutes les communes, les 12 communes de Bambey, toutes bleues du PDS. Et le conseil départemental aussi. Et le conseil départemental. Sur la succession du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wade, Aïda Mbodj plaide pour un processus démocratique et légitime aussi sa candidature. Nous irons sérieusement à aller vers une dévolution démocratique du parti après le départ de Wade, qui pourrait nous offrir un parti fort, un nouveau parti fort, capable de rallier toutes les forces politiques qui ne sont pas dans la mouvance présidentielle. Et moi, je suis responsable au plus haut niveau du parti. Je suis représentative au niveau de ma base. Rien ne m'empêche aujourd'hui d'aspirer à diriger le parti. Après le report des élections locales, les libéraux de Bambey veulent se préparer au mieux pour les échéances de juin 2014. Une assemblée générale a réuni tous les comités électoraux du département. La FASTEF, Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, les sortants replongent dans la grève de la faim. Ils dénoncent le dilatoire, selon eux, des autorités dans le traitement de leur dossier, l'intégration dans la fonction publique et leurs exigences. Mardieng, Cheikh Abdoukadir Mbakesek. Cette scène du déjà vu. Les sortants de la FASTEF ont repris la grève de la faim. Le froid et la fatigue commencent déjà à se faire sentir après une journée de diète. Une seule revendication, leur affectation. Depuis le jour qu'ils nous ont demandé de suspendre le mot d'ordre pour entamer les pourparlers, on a vu qu'il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu d'évolution. Nous ne pouvons pas comprendre cette attitude et nous disons que ce n'était pas opportun de créer un comité technique, de perdre beaucoup de temps à y travailler et qu'en fin de compte, on ne respecte pas les conclusions dans le rapport. Donc, las d'attendre, on a entamé notre grève de la faim et nous sommes décidés. Ces professeurs sont tous issus de la formation payante. Ils se disent être la solution pour combler le gap de professeurs dans certaines disciplines. Ils ont affecté le 223 et ont pris 93 des 540 sortants de la formation payante et ils l'ont affecté en qualité de vacataire. Si je comprends bien, la masse salariale ne prend pas en compte le salaire des vacataires. Nous sommes là, nous sommes prêts à servir le pays. Ils n'ont qu'à nous affecter au moment où ils sont en train de prendre des clients politiques et de les gazer et de laisser ici des gens bien formés. Je pense que c'est tout à fait anormal. Les classes ou au cimetière, le slogan de ces grévistes, ils ne comptent pas observer un arrêt sans gain de cause. Tout à fait, on est prêt. Parce que depuis lors, on joue franchement au dilatoire. On a recommencé, les gens sont venus parler avec nous. On a suspendu, on a recommencé encore. Ils sont revenus parler avec nous. On a suspendu encore et au moment où nous sommes déterminés. Après moult recours, ils ont décidé de faire la grève de la faim. Ces sortants de la FASTEF sont plus de 400 professeurs qui attendent toujours leur affectation.
Le collectif des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar demande la démission du ministre de l'Enseignement supérieur. Il conteste toujours la hausse des frais d'inscription, mais également les critères d'attribution des bourses d'études, 2 points qui figurent dans la nouvelle réforme universitaire qui amène le collectif à exiger du gouvernement de l'autorité sénégalaise qu'il revoie bien entendu sa copie. Voici le porte-parole du collectif. Que nous attendons véritablement une position positive par rapport à sa déclaration du 31 décembre. Nous croyons, nous pensons fermement qu'il va prendre en considération les propositions des étudiants. Il va prendre en considération les préoccupations des étudiants. Il va nous dire devant les Sénégalais qu'il va revenir sur les propositions du ministre de l'Enseignement supérieur par rapport à ces réformes. Et que concernant les inscriptions, concernant les bourses, concernant la politique universitaire, ils vont prendre en compte que les propositions des étudiants. Si une solution n'est pas trouvée d'ici les fêtes, le retour des fêtes, les universités seront mouvementées, les cours seront arrêtés, les examens seront arrêtés et nous exigeons une solution dans l'immédiat. La banque de sang de Dakar paralysée pour une durée indéterminée. Les donneurs de ce matin ont dû d'ailleurs rebrousser chemin. Les travailleurs du Centre national de transfusion sanguine étaient en sit-in. Ils ne veulent pas percevoir leur salaire au Trésor. En effet, ils sont versés dans le panier jaune après les audits de la fonction publique. De la fonction publique, nous avons été suspendus de nos salaires. Au niveau de la fonction publique, nous avons été suspendus. Il y a les salaires qui ont été virés au niveau du Trésor et malgré ça, il y a aussi une ponction de 50 000 qui a été opérée au niveau des salaires. Et c'est ce que nous fustigeons. Nous demandons niet à ça. Nous avons signé des engagements avec nos banques parce que l'État nous avait demandé de bancariser les salaires, ça a été fait et nous avons pris des engagements avec nos banques respectives. Donc aujourd'hui, on n'accepte pas de revenir en arrière pour aller percevoir par biaitage. Nous demandons le rétablissement intégral de notre salaire. Et tant que les salaires ne sont pas rétablis, nous serons au dehors pour fustiger cette situation. Bon, parce que d'après les audits, nous avons été audités. Moi, j'ai mon ticket d'audit. Les autres aussi, ils ont leur ticket d'audit et tout. Alors, on nous dit que vous n'existez pas. On va leur montrer que nous existons. Et tant que les salaires ne sont pas rétablis, nous ne sortons pas du service pour aller chercher du sang. Parce que notre vocation est d'aller chercher du sang, le traiter et le donner au niveau des hôpitaux. Mais tant que les salaires ne sont pas payés intégralement, nous n'allons pas chercher du sang pour livrer ça au niveau des hôpitaux. Tivaouane, ville propre avant et après le Maolid. L'opération est lancée. Le ministre de l'Aménagement du Territoire appelle les entreprises sénégalaises et les populations à s'investir dans ce sens. La ville a reçu un lot de matériel lors de la journée de lancement. C'est le récit de Fatou Kinedem. Plus de sachets en plastique, de papier, de gobelets dans les rues de la cité religieuse Tivaouane. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales prend les devants pour une ville attrayante avant et après le Gamou. C'est une tradition chez nous d'aider les collectivités locales des villes religieuses de pouvoir faire face à leurs obligations de nettoiement et de gestion des déchets. On fera effectivement le après le Gamou parce qu'on estime que effectivement c'est la période la plus sensible. Ici, on est dans un rôle de prévention. Donc après, il y aura un traitement curatif parce que effectivement, les pèlerins viennent, il y a un surpeuplement occasionnel et spontané. C'est nécessaire que le ministère, avec ses partenaires techniques et financiers, parce que cette opération n'est pas une opération aussi du ministère, nous avons été accompagnés par une entreprise citoyenne. L'attention des populations et des entreprises est ainsi attirée pour lutter contre l'insalubrité. La mairie s'engage dans cette dynamique. Il s'agit d'une opération choc, n'est-ce pas? Mais pour maintenir cette opération choc, pour régler cette thérapie, il faudrait, comme l'a dit M. le ministre, mutualiser l'ensemble des moyens, mutualiser tous les efforts et surtout procéder au changement de comportement. Pour que le problème des ordures puisse, en un temps record, puisse être combattu. Et penser surtout à la valorisation des ordures. Et dans toutes les grandes villes, n'est-ce pas, il se pose ce problème d'ordure. Au terme de cette journée, une visite chez la famille religieuse. Occasion pour le porte-parole du Khalif d'inviter les populations à s'approprier les règles d'hygiène comme le veut l'islam. Attendu demain, comme le veut la tradition, demain, dernier jour de l'année 2013, à l'adresse à la nation du président
La République Macky Sall, patronat et syndicats espèrent la prise en compte de leurs préoccupations, principalement la relance de l'économie, l'emploi et un climat des affaires beaucoup plus favorable. Mohamed Dieng et Chérif Dia. Une année 2013 économiquement morose, le secteur privé et le mouvement syndical attendent beaucoup du président de la République qui va prononcer son traditionnel discours de Nouvel An ce 31 décembre. Il faut noter que aujourd'hui le dialogue social doit être renforcé en consolidant le volet règlement des entreprises en difficulté. Il faut aussi dire que les préoccupations des travailleurs de l'énergie sont des préoccupations majeures. Un discours qui soit quand même enthousiaste, dans le sens où l'économie du pays a besoin d'être relancée. Donc ça fait quand même 2 ans qu'ils sont arrivés au pouvoir. Et nous sentons quand même un ralentissement de l'activité économique, disons, avant eux. Et ça se poursuit aujourd'hui, et donc il est temps aujourd'hui que les grands travaux, tout ce qui est infrastructure de base, structurant, soient repris. Dans un contexte marqué par la fermeture de plusieurs entreprises et la montée de la courbe du chômage, des solutions sont également attendues pour la relance du secteur économique. Lorsqu'on booste un peu tout ce qui est industrie, n'est-ce pas, tout ce qui est création d'entreprises, n'est-ce pas, cela va avec une création d'emplois. Je pense que l'ambition du président de créer 500 000 emplois, comme ils l'ont dit, ou 100 000, je ne sais plus, donc cela passera pas seulement par l'embauche de l'État, mais plutôt par le secteur privé. C'est le privé qui crée la richesse. Toute économie doit être basée sur un secteur privé fort. D'accord? Et le secteur privé national sénégalais, quand même, joue son rôle du mieux qu'il peut et a besoin simplement d'un accompagnement de l'État. Le volet relance des entreprises tarde quand même. C'est pourquoi nous pensons que le discours doit consolider nos attentes dans ce secteur-là en relançant définitivement et en réglant définitivement les difficultés qui sévissent au niveau des ICS. Il y a également la Sine-Or qui aujourd'hui traverse des moments extrêmement difficiles. Rendre plus favorable le climat des affaires, c'est également une préoccupation de ses partenaires du gouvernement qui souhaitent une fin de la lenteur notée dans les procédures judiciaires. Il faudrait justement toiletter les textes de manière à rétablir cette confiance-là qu'il y avait entre les acteurs, de sorte que lorsque un redressement ou une réclamation de l'administration est contestée, que le recours devant le ministre des Finances soit suspensif de la procédure de recouvrement. De même également, le contentieux judiciaire doit être accéléré. Il y a un projet sectoriel de justice qui est en cours. Je pense qu'on doit aller vers une rapidité, une réactivité dans le traitement des affaires judiciaires, n'est-ce pas, qui concernent les entreprises. Politique de main tendue pour consolider et apaiser le dialogue politique. Nous attendons également que l'appel des chefs religieux, notamment du Khalif général des Mourides, lors du dernier Magal, soit pris en compte pour davantage consolider l'apaisement du dialogue politique, pour davantage procéder à un dialogue politique apaisé au grand bénéfice du pays, parce que les travailleurs aussi ont besoin de l'apaisement politique pour que l'activité économique puisse prospérer. Les Sénégalais seront nombreux devant leur petit écran ce 31 décembre pour suivre le traditionnel discours de Nouvel An du chef de l'État qui doit les rassurer. Bien entendu, Chérif Dia, rendez-vous est pris sur cette antenne. Cette marche des populations de Kolda contre les mutilations génitales dans le Fouladou, l'on craint que la pratique soit à l'origine de plusieurs pathologies dont souffrent les femmes. Le préfet a reçu un mémorandum des manifestants. Abdoulaye Diallo. Les Koldois ont marché contre l'excision, une pratique traditionnelle responsable de plusieurs pathologies selon des spécialistes. De nombreuses femmes du Fouladou souffrent de maladies telles que la fistule obstétricale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est confronté à des problèmes de fistule. Ici à Kolda, beaucoup de fistules et le prolapsus. Le prolapsus, c'est après avoir accouché et les femmes, tout le temps, son col de l'utérus qui sort. Finalement, il y a des femmes qui ne connaissent pas ce que ça veut dire. Donc ça, tout ça, ce sont des conséquences qui sont liées à l'excision. Il y a le fistule aussi, qui est là, où la femme ne parvient pas à maintenir ses urines. Et là aussi, c'est tout le temps avec les accouchements difficiles. Donc aujourd'hui, à Kolda, on est en train de détecter tout ça ici. Et tout ça, c'était caché. Et grâce à
ISU, on est parvenu à voir ces femmes-là et à les détecter et de les orienter au niveau des hôpitaux. Umbrella Support Unite est l'initiateur de l'activité. Les participants ont marché du terrain Réveil à la préfecture, soit une distance d'environ de 4 km. Le préfet a accueilli les marcheurs. L'un des participants a lu un mémorandum devant le représentant de l'État et une copie de ce document lui a été remise. Nous, société civile de la commune de Kolda, en partenariat avec l'ONG Umbrella Support Unite et l'Union européenne, déclarons ce qui suit. Considérant que l'excision est une coutume traditionnelle millénaire pratiquée par la majorité des populations de Kolda, considérant que l'excision sur le plan médical expose aux infections, aux avortements répétés, à cet effet, nous recommandons une mobilisation à l'ensemble des acteurs pour l'éradication pure et dure du phénomène, une synergie des femmes autour de la question, un plaidoyer des autorités administratives, religieuses, scolaires, locales, communautaires et juridiques pour la promotion de l'abandon définitif de l'excision. La fistule obstétricale pose un problème de santé publique à Kolda. Les femmes porteuses de fistule, nous savons aujourd'hui que cela est un véritable fléau dans la région de Kolda de manière générale. C'est un véritable problème de santé aujourd'hui. Donc il y a également un appel de prolapsus. Quand cela arrive à la femme à la suite d'un accouchement difficile, nous arrive à la femme et la tendance à se recroqueviller sur elle-même. C'est parce qu'on considère le prolapsus comme une maladie honteuse à la suite d'un accouchement difficile. Cette activité de Umbrella Support Unite participe au plan national du gouvernement du Sénégal pour l'abandon de l'excision et des pratiques néfastes à la santé des adolescents et de la femme. Suppression des régions en tant que collectivité locale. Le président du conseil régional de Saint-Louis réitère la crainte de ses homologues. Il souligne que ce point de l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal, plusieurs milliards de francs CFA, notamment les fonds de la coopération décentralisée. C'était à l'occasion de la fête de l'excellence à Saint-Louis. Retour sur cet événement dont l'objectif est de cultiver l'excellence dans la région nord. Tchernofal. La cérémonie s'est déroulée au foyer Prosper d'Orts de Saint-Louis. Elle a été organisée par le conseil régional pour nominer les meilleurs fils de la localité qui sont distingués par leur travail et leur engagement. Pour permettre non seulement de récompenser le travail bien fait, mais surtout de pousser les autres, n'est-ce pas, à copier sur ceux qui sont nominés, et aussi booster le développement. La fête a été une occasion pour le président de la région d'exprimer ses inquiétudes par rapport à la suppression des régions. La législation française ne permet pas aux régions françaises de signer des conventions avec des départements parce que ce n'est pas le même niveau. Bon, le Sénégal a opté pour les départements, c'est son droit, mais nous attirons l'attention des autorités quand même sur cette situation parce que ça peut vraiment aliéner un peu la coopération décentralisée et nous faire perdre quand même beaucoup d'argent. Le premier vice-président de l'association des régions francophones pense également qu'aussitôt après la suppression des régions, les pôles doivent être mis en place. Parce que je crois que le niveau infra-étatique le plus pertinent qui doit donc servir d'intermédiaire entre l'État et les collectivités de base, ça ne peut être que la région. C'est comme ça que ça se passe dans le monde entier. Les départements n'existent qu'en France. Cette 4e édition de la fête de l'excellence a été présidée par le gouverneur de la région de Saint-Louis. Au total, plus de 30 personnes ont été nominées. Et puis cette bien triste perte pour le monde de la musique, principalement le monde de la musique, le monde africain. Le patron de Sylar nous a quittés à 59 ans. Beaucoup de têtes d'affiche du continent ont collaboré avec sa maison de production, Sylar, Youssou N'Dour, Omar Pène, Sekouba Bambino, Salif Keita, Baaba Maal, entre autres. Ibrahim Silla était établi en France. Il est décédé ce matin à Paris des suites d'une longue maladie. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Bilan de la deuxième journée de la Ligue 1. Une deuxième journée qui n'a pas souri aux équipes qui recevaient, à l'exception de l'Olympique de Ngor, vainqueur des autres clubs victorieux.
Cheikh Sadibou Diarra. La performance de la journée à mettre à l'actif des joueurs de l'US Ouakam. En effet, les Ouakamois sont allés battre à Saint-Louis la Linguère 1-0. Belle opération aussi pour le Casa Sport. L'équipe de Ziguinchor n'est pas rentrée bredouille de son voyage à Saly. Elle a tenu en échec Djambar 1 but partout. Toujours pas de victoire donc pour le champion sortant. Tel n'est plus le cas pour Touré Kunda. Les protégés de Vieba ont dominé à Dakar sur le score d'1-0. L'équipe de Mbour se rachète ainsi de sa défaite concédée à domicile lors de la première journée. Rebuffat aussi pour le vice-champion sortant, l'Olympique de Ngor, qui a reçu et battu Niary Tally 1-0. Alors que dans l'autre choc de la journée, Port a été tenu en échec par l'AS Pikine 1 but partout. Du coup, les Portugais restent leaders du classement avec 4 points, suivis de Pikine et du Casa Sport qui totalisent aussi chacun 4 points. En bas du classement, Linguère est toujours bonne dernière avec 0 points, devancé d'un point par Sénéor 13e. Le match phare de cette deuxième journée s'est disputé à Saly, Portugal. Djambar Casa Sport, 1 but partout. La réaction des coachs au micro de nos confrères de la RTS. On peut dire qu'on est revenu de loin, mais parce que voilà, on prend un but à un quart d'heure de la fin avec voilà, contre le cours du jeu parce qu'on n'était pas, il y avait rien, donc on a plus de possibilités qu'eux. Mais malheureusement, on a pris ce but qui devait nous couper les jambes. Mais non, je pense que les jeunes ont été conquérants, ont été au-delà de la concurrence, ont beaucoup de caractère, beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation pour aller chercher ce but d'égalisation. Donc je pense que voilà, il faut les féliciter. Je pense que c'est un match nul qui vaut pratiquement une victoire pour nous parce que voilà, moralement c'est un bon pour le comptable. Sortir la tête baissée, c'est parce qu'on a laissé 2 points. C'est 2 points à l'adversaire. Mais je crois que c'est de notre faute aussi. Si on a pris ce but, je crois que les joueurs ont reculé. C'est pas sciemment ou involontairement, tout en voulant garder le but d'avant. Mais malheureusement, comme on le dit, en reculant, ils ont laissé trop d'espace. Et vous voyez, Djambar, quand on laisse d'espace, c'est comme creuser sa propre tombe. Alors, Khalifa Diakhaté, vous l'avez suivi, Djambar, donc qui arrache le nul dans les ultimes secondes, alors que le Casa Sport avait ouvert la marque à la 74e minute au handball avec les championnats d'Inde qui se préparent pour le Sénégal, qui vient de la première phase de la préparation à Thiès. La deuxième se déroule en France à partir du 6 janvier. Cheikh Tidiane Dione, Yaya Diallo ont assisté à la dernière séance de Lyon au stade Lat Dior de Thiès. Reportage. Les Lions du handball bouclent la première phase de la préparation. La sélection a livré sa dernière séance d'entraînement ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès. Les Lions s'envolent pour Paris pour la deuxième phase. La deuxième phase de la préparation qui se tiendra du 6 au 14, c'est à partir de Paris le 14 janvier que les deux sélections vont s'envoler pour Alger. En ce qui concerne les filles, elles ont tenu leur stage prématurément. Elles l'ont tenu à Besançon du 15 au 23. Et en deuxième phase, elles vont retrouver les garçons à Paris. Donc les deux sélections sont à Paris. La liste des joueurs qui vont prendre part au championnat n'est pas encore arrêtée, mais Franck Bulle compte sur l'engagement et la détermination de ses poulains pour atteindre le Carreras. L'objectif c'est simple, c'est de faire mieux qu'à Rabat en 2012. Faire mieux qu'à Rabat, c'est finir 4e. Puisque nous avons fini 5e, donc ça veut dire essayer de se qualifier pour le mondial, et ça serait une première. Ça va être très serré. Aujourd'hui, le handball du Maghreb est bien en avance sur nous, parce qu'ils ont d'autres moyens, ils s'entraînent plus, mais on se rapproche. Objectif pour d'autant plus important que les 4 premières de la prochaine CAN prévue en Alger sont qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde de handball. Chez les garçons, les équipes sont réparties dans le Sénégal, logé dans la poule A en compagnie de la Tunisie, de l'Égypte, du Cameroun, de la Libye, alors que l'Algérie joue dans la poule B. Chez les dames, nous avons 8 en 2 sont en compagnie de la RD Congo et du Cameroun.
Les Lions qui se méfient de ces équipes dans le groupe. Mais les coéquipières d'Adja Cissé comptent jouer crânement leur chance. La vice-capitaine. On connaît nos adversaires. Sur nos 3 adversaires, il y en a 2 qui ont été récemment au championnat du monde. Mais je pense qu'on a une équipe de qualité, donc on est capable de les battre. Après, notre premier match c'est contre l'Algérie. Ça va être un match à double tranchant dans le sens où l'Algérie, elles sont chez elles, donc elles auront la pression. Et de cette pression, nous, on pourra peut-être essayer d'avoir quelque chose. Même si l'équipe d'Algérie, pour moi, n'est pas meilleure que la nôtre. Il y a la RDC, mais pour moi, toutes les équipes sont battables. Aucune équipe n'est au-dessus de nous, du Sénégal. Abdoulaye, l'Allemagne qui retient son souffle avec l'improbable accident d'un géant de la course auto. Effectivement, Khalifa Diakhaté, Michael Schumacher est entre la vie et la mort. Il est victime d'un accident de ski, comme vous l'avez dit, vraiment incroyable pour un champion de... C'était à France hier. Schumacher est dans le coma avec un traumatisme crânien, avec hémorragie cérébrale. Les médecins qui l'ont opéré craignent véritablement pour sa vie. 400 à l'heure quand même. Exactement. Et donc le premier est engagé. Il est 7tuple champion du monde, 7 fois champion du monde de Formule 1. Et il est âgé de 44 ans, père de 2 enfants. C'est le plus grand champion de toute l'histoire de la Formule 1. On croise les doigts pour le champion. Merci Pape Abdoulaye Der. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.